Merci. Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Duron, vous vous présentez à nous aujourd'hui dans une position que je concède être difficile et peu enviable, parce qu'au sein de cette commission, vous avez dû faire des choix. Et quels choix? 245 milliards d'euros d'investissement sur 25 ans inscrits au SNIT, avec une participation de l'État à hauteur de 90 milliards, alors que les dépenses annuelles de l'État pour ces mêmes infrastructures sont de l'ordre de 2 milliards. Il a donc fallu tailler dans le vif. C'est ainsi que dans vos recommandations au gouvernement, vous avez mis l'accent sur la desserte de proximité et l'amélioration des réseaux existants, plutôt que sur la création de nouvelles lignes TGV. Résultat, seulement 2 lignes de TGV et 5 tronçons d'autoroute parmi les grands chantiers du Grenelle de l'environnement ont été jugés prioritaires par votre rapport, et cela dans l'hypothèse où le gouvernement retiendrait votre deuxième scénario, celui fondé sur des investissements compris entre 28 et 30 milliards d'euros, résolument plus optimiste que le premier. Alors permettez-moi de vous dire aujourd'hui ici ce que je pense du choix qui a été réservé à 2 projets tout particulièrement, puisqu'ils concernent mon département de la Charente-Maritime. D'abord, l'arrêt de la LGV Bordeaux-Hendaye. Les collectivités locales ont fortement investi dans la construction de cette ligne. Prenons l'exemple du Conseil général de la Charente-Maritime qui, pour les 22 km de ligne qui traversent le département, a participé à hauteur de 28 millions d'euros, la communauté d'agglomération de La Rochelle pour plus de 8 millions, et cet investissement n'a pas été consenti pour que la ligne s'arrête à Bordeaux, mais pour qu'elle se poursuive jusqu'à Hendaye et plus encore en Espagne. L'arrêt des prolongements vers Limoges et le Pays Basque pourrait remettre en cause ce qui se construit aujourd'hui. Réjouissons-nous toutefois, le prolongement vers Toulouse semble être épargné. Mais j'en viens au deuxième sujet qui me préoccupe particulièrement. Je veux évoquer le projet de la 831, dernier maillon de l'autoroute des Estuaires. Ici même, il y a moins d'un mois, je vous interrogeais sur ce projet, comme d'autres collègues, et vous nous aviez répondu, je cite, « Sur ce sujet, j'ai pu mesurer qu'il y avait un assez large consensus ». Je lis par ailleurs dans votre rapport que les éléments dont la Commission a disposé pour se forger une opinion sur l'urgence de réalisation du projet mettent en avant un bilan socio-économique agrégé tout à fait favorable. Je rajouterai que tous les clignotants techniques de ce projet sont au vert. D'abord sur le plan juridique. La déclaration d'utilité publique a été obtenue après une enquête publique, 80% de la mise en concurrence est réalisée, l'appel à concession lancé, tous les recours, que ce soit auprès des instances nationales ou européennes, sont purgés. Sur le plan environnemental, ce projet de construction d'autoroute est en tout point exemplaire. Dois-je vous rappeler la commande faite à la Ligue de protection des oiseaux, dont le coût de 125 millions d'euros pour préserver la biodiversité dans la traversée des marais est intégré au financement. Enfin, sur le plan économique, toutes les collectivités ont signé le protocole d'accord financier avec l'État au ministère des Transports le 31 janvier 2012. Ce projet ambitieux, pour nos 2 départements, Charente-Maritime et Vendée, mais aussi pour les villes de Fontenay-le-Comte, de La Rochelle et de Rochefort, doit absolument se concrétiser, la DUP tombant en 2015. Enfin, je vais évoquer la question du grand port maritime de La Rochelle. Toujours dans votre rapport, je lis qu'il faut placer au cœur des priorités le renforcement des équipements et des liaisons avec leur hinterland des plateformes portuaires de niveau européen. Or, quel rôle devrait jouer l'A831 pour le grand port, si ce n'est celui d'interface avec son hinterland? Le grand port maritime de La Rochelle est le seul avec Bordeaux à connaître une augmentation de son volume de marchandises traitées par les opérateurs portuaires au premier trimestre. Alors, Monsieur le Président, c'est pour toutes ces raisons que je vous demande de bien vouloir me préciser les controverses quant à l'intérêt et les conséquences sur le plan environnemental que soulèverait ce projet, comme vous l'écrivez en page 67 de votre rapport, pour justifier son report au calende grec. Je vous remercie. Légitime. Olivier Falorni a, évoqué 2 choses, 3 choses. La desserte du grand port maritime de La Rochelle, vrai sujet. Mais il nous a semblé moins stratégique aujourd'hui, dans le court terme, que les grands ports
du Havre, premier port de conteneurs français, mais nain en matière de conteneurisation à côté de Rotterdam, d'Anvers ou des autres, et également de Fos-Marseille, qui nous a semblé aussi essentiel pour toute la moitié sud du territoire. Ce qui ne veut pas dire que les autres grands ports maritimes méritent moins d'attention. On n'a pas parlé non plus de Nantes-Saint-Nazaire, on n'a pas parlé non plus de Bordeaux. Voilà. Deuxième sujet, l'A831. L'A831, un sujet qui a fait discussion aussi au sein de notre, comment dirais-je, que je l'ai mise, la fiche A831, que je voudrais, elle est là, voilà. Je voudrais ici un peu relater nos débats. Et si vous voulez, il y a, c'est vrai, un bilan socio-économique agrégé qui est excellent. Excellent. En revanche, les deux bilans environnementaux et sociétaux le sont beaucoup moins. Le sont beaucoup moins, selon les indicateurs que nous avons arrêtés, que nous avons fait évaluer par le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Et donc, c'est ce qui nous a amené. Et enfin, dernier élément, on ne pouvait pas prendre tous les projets routiers, autoroutiers, eu égard à ce qu'on a décidé sur le Grenelle, c'est-à-dire la règle du 80-20. C'est-à-dire qu'on prend 20% de projets routiers pour 80% de projets alternatifs. Alors, je sais bien, ça risque de m'ostraciser à La Rochelle. Et ce week-end de la fin d'août risque de devenir dangereux pour moi. Mais j'essaierai effectivement de suivre les conseils de Gilles Savary. Et puis enfin, Bordeaux-Hendaye. Vous êtes plusieurs à avoir évoqué Bordeaux-Hendaye. Longue discussion sur Bordeaux-Hendaye. Première chose, peut-on le désolidariser de, comment dirais-je, de Tours-Bordeaux et de Bordeaux-Toulouse? Ça, c'est le discours que tiennent les grands élus de ces territoires. Vous ne pouvez pas, parce qu'autrement, vous faites tomber cette construction très difficile qui a permis... Certes, oui, mais si on fait Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Toulouse, on ne fait plus rien dans le premier scénario. C'est fini. Il n'y a plus d'infrastructures ailleurs. Deuxième sujet. Bordeaux-Hendaye, c'est une voie qui va être sûrement importante en termes de passagers, mais surtout en termes de fret. Seulement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le fret ferroviaire en Espagne n'est pas encore tout à fait mature, parce qu'on a une structure du transport routier qui est une structure de petites entreprises, et dont les gars ont besoin de rouler. Et ils n'ont pas, j'allais dire, la possibilité économique aujourd'hui encore de mettre leur camion, ou là, au culturel, de mettre leur camion sur les choses. Donc, on ne dit pas il ne faut pas faire. Puis enfin, on a quelques petits sujets aussi. Je vous rappelle, nous, on a eu beaucoup de remontées sur le Pays Basque, qui est très hostile à cela. Et puis enfin, il y a un sujet financier. Parce que Bordeaux-Hendaye, comme Tours-Bordeaux d'ailleurs, Tours-Bordeaux, ça n'a pas été facile de faire le tour de table financier. Je me souviens d'une présidente de région qui estimait que ce n'était pas le rôle des régions de financer les LGV. Eh bien, pour Bordeaux-Hendaye, regardons, je dirais, comment peut se faire ce financement. Regardons, est-ce que les conseils généraux, notamment, qui ont déjà contribué lourdement à Tours-Bordeaux, est-ce qu'ils peuvent immédiatement enchaîner sur Bordeaux-Hendaye? Pour avoir rencontré et discuté avec plusieurs présidents de conseils généraux de ce secteur, certains ont des inquiétudes, certains s'interrogent. Donc ici, à mon sens, le bon sens, ça consiste à dire faisons cette voie quand elle devient absolument nécessaire. Et c'est pourquoi nous avons proposé cet observatoire de la saturation, pour savoir quand il faudra le faire.